Bienvenue pour cette première journée de pêche sur le DVD de pêche au leurre du multicarnassier. Donc j'ai rendez-vous avec mon ami Laurent Poulain pour pêcher sur le lac de Cadet-Rousse, situé dans le Gard. C'est un petit lac assez découpé avec pas mal de zones de couvert et de rochers, où il y a une bonne population de brochets, cendres et plaques basses. Donc aujourd'hui on va pêcher exclusivement au leurre, avec toutes les techniques modernes que vous découvrirez au travers de la journée en fonction en fait, des différents spots et des conditions climatiques. Donc aujourd'hui on a des conditions qui sont assez moyennes avec beaucoup de vent mais un soleil qui est quand même joli. Donc on va essayer de pêcher toutes les zones de vent au départ avec des gros leurres pour essayer de faire monter les brochets et après les quelques zones d'eau calme pour voir s'il n'y avait pas des plaques basses de sortie. Là en fait on arrive sur une zone qui est beaucoup moins profonde que tout à l'heure, avec des herbiers et puis quelques cailloux au fond. C'est pour ça que Laurent a changé de leurre et passé avec un buzzbait pour essayer de faire monter les quelques brochets ou les basses qui seraient présents. Et moi j'ai passé avec un petit topwater evergreen pour faire monter aussi basse une petite perche qui serait sur la zone en train de chasser. Donc en fait le bruit, que ce soit des billes ou des lisses, vont faire monter les poissons qui seraient soit sur le fond, soit embusqués au niveau des herbiers. Leurre souple en montage texan pour essayer de pêcher les herbiers dans la partie de zone qui est calme, parce qu'on voit qu'avec les top water on attrape trop d'herbes dans cette zone là. Donc le montage texan c'est très simple. Celui-là en place s'appelle weightless parce qu'il n'y aura pas de plomb dessus. Donc, il suffit simplement de piquer juste au départ, on est quand même fait pour ça, de faire passer l'arme de l'hameçon comme ça. Donc sur cet hameçon là chez Nogales, il y a une petite partie en plastique qui évite au leurre en fait, de bouger, de rester en place si on loupe une touche. Après on marque avec le pouce la courbure et on repasse dedans. Et on vient piquer juste sur le dessus pour que ça passe dans les obstacles. Voilà. Donc après au niveau animation, une fois que le leurre a touché l'eau, on l'anime en fait par des petites tirées de la canne pour lui donner vie. Des petites pauses de manière à ce qu'il descende en ondulant. Joli! Il y en a deux derrière. Il y en a deux derrière. Ouais, fais! Yes! Ah, Laurent plus gros. Ouh! Yes, joli. Ah! Ouais. Voilà. Ah, c'est bien joué. Il y en avait encore un autre, une troisième derrière pour le plus gros. C'est dans un arbre immergé. Laurent au spinner et moi en Texas. Bah j'ai pareil. Moi j'en ai plein des photos. On va la remettre à l'eau. Nous allons refaire un passage dans cet arbre là, parce qu'apparemment il y a quelques blagues postées dedans qui sont relativement actifs. Cette fois-ci on va peut-être passer plus lentement en grattant. Donc sur ce type de poste, ce
qui est intéressant à utiliser, donc c'est le montage Texas, donc avec l'hameçon haut de gamme qu'on a vu tout à l'heure avec leur souple, avec une petite tête plombée là en tungstène devant. Et après, seconde utilisation, c'est le matériel casting qui permet en fait de poser le leurre sans faire de bruit. Yes! Wouh! Petit basse qui était en dessous le ponton. Là, en fait, on monte un petit jig. C'est une tête plombée tout simplement, avec des rubbers qui s'écartent en fait quand ils sont dans l'eau, et une brosse devant pour éviter d'accrocher en fait. Donc au départ la brosse, il faut toujours l'écarter un petit peu sur les jigs pour que ça passe mieux. Et ici, afin d'augmenter le volume, on a rajouté un petit trailer Ketek qui vibre à chaque fois qu'on ondule. La tête en tungstène pour être plus petite et passer plus facilement. Donc on va l'animer par petit accoudution pour donner l'impression d'avoir une écrevisse pour tous les carnassiers, que ce soit le cendre ou le basse. Je fais un passage jerk top water sur les murets, on fera après un coup spinner crank. Le petit basse, au leurre de surface, il est posté sur la digue en fait, certainement en train de chasser dans les vagues. Et voilà. On va le remettre gentiment à l'eau. Wouhou! Ah! Super poisson, surface au-dessus de l'arbre, top water, jolie attaque. Petite photo, Laurent? Et voilà, un joli poisson. Donc avec le vent, en fait, les poissons remontent au-dessus des obstacles, viennent se poster en dessous pour chasser. Et avec le top water, avec les billes, ça les fait réagir et ils attaquent. Poirée, perche. C'est pour ça que ça a loupé la première fois. Jolie petite perche.
trop gros ou pas pour toi? Ça sent bien. Ouais, il fait beaucoup de bruit. Donc voilà, celui-là a été pris en montage Texan avec un gulp. Alors souple avec une matière odorante incorporée. Voilà. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Hein. Big Bass. Delta Force. Dans les rochers, dans le vent. Très joli poisson. On va mettre rapidement à l'eau. Et voilà, c'est parti. Hein? Et bien aujourd'hui, après une bonne nuit de voyage avec toute l'équipe, nous voici sur une jolie rivière française, en compagnie de mon ami Franck Rossmann, pour essayer d'attraper quelques brochets et quelques cendres et quelques black bass. Aujourd'hui, ils sont coopératifs. Donc le temps a l'air beau, il fait chaud, et aujourd'hui, on n'a pas de vent. Tu commences avec quoi, Franck? Ouais, un petit boni 95, de prospecter assez large. Moi, je vais commencer avec un petit popper, pour voir s'il n'y a pas quelques poissons sur les herbiers ou cachés en bordure, avec une animation un peu plus lente, et essayer de les faire monter en surface. Donc l'avantage du casting, c'est de pouvoir poser des petits leurres là où on veut. Donc avec le popper, on le laisse un petit peu l'onde s'étendre, et après on donne une petite tirée pour l'animer. Généralement, la touche intervient 2 ou 3 mètres après, et c'est pas la peine de continuer l'animation. On ramène pour refaire un lancer. Alors Guillaume, toi tu utilises un popper, Ouais, donc il va être qui est un leurre qui est plutôt de prospection fine, on va dire, hein, comme tu viens de le montrer. exactement. Qui permet d'attaquer un poste bien ciblé. Bon, moi j'ai choisi de prospecter avec un stick bait qui va être un leurre justement de prospection plus large. Comme on va le voir, il a une nage en zigzag caractéristique, hein, que maintenant les pêcheurs français connaissent bien, qu'on appelle le walking the dog, et qu'on arrive à réaliser avec des petits accoudutions et une récupération de la bannière simultanée. Bon, c'est une technique qui permet de prospecter un petit peu plus de terrain un peu plus rapidement. Ça permet de découvrir des poissons actifs assez vite, quoi. Et je pense qu'on a 2 techniques complémentaires tout en restant sur la surface, hein, pour pêcher des eaux qui sont déjà assez réchauffées. Donc on peut commencer par cette couche-là et puis ensuite descendre un petit peu suivant les résultats. Donc comme c'est une zone qui est souvent pêchée, c'est pour ça que j'ai commencé avec un petit popper, en fait, pour situer les poissons qui pourraient être un petit peu difficiles et qui seraient trop habitués au bruit du stick bait. Donc ils pourraient être effrayés par... C'est peut-être un avantage parce que les poissons seront un petit peu moins méfiants, mais... comme hier, ouais, sur les top water, ça risque d'être intéressant. Voilà. Par contre, de ce côté-là, il n'y a pas trop de vent et les poissons sont peut-être moins actifs.
Bon Guillaume, en fait tu avais raison, hein, l'eau est restée trouble même sur le cours principal là, de la rivière, là hors du port. Donc ça risque d'être un point positif quand même parce que les poissons seront un petit peu moins regardants, ils nous verront moins arriver sur eux, donc on aura peut-être un point positif de ce côté-là. Maintenant c'est vrai que si c'est des chutes d'eau qu'il y a eu un petit peu en amont et qui ont fait qui ont rendu l'eau un peu trouble, il peut y avoir un peu d'eau froide donc qui est descendue et ça peut calmer un petit peu l'ardeur des poissons. Pareil, je pense aussi qu'il y a les herbiers qui commencent à mourir un petit peu. On voit pas mal de mousse verte là sur les herbiers, donc c'est peut-être chargé au niveau organique et les poissons ont peut-être redescendu un petit peu aussi, quoi. Alors, il y a 2-3 arbres là où généralement t'as au moins un truc à faire au popper, quoi. Yes. Voilà. Bon, mais première touche de la matinée, on peut dire qu'elle est ratée. L'attaque n'a pas été très franche non plus, j'ai pas senti du tout le poisson peser sur la ligne. Donc en général, quand on pêche au leurre de surface comme ça, c'est ce qu'il faut faire avant de ferrer un petit peu, c'est qu'il faut éviter de retirer le leurre de la bouche du poisson. Et ce qui arrive quelquefois quand les poissons sont pas très actifs, c'est qu'ils soufflent des fois le leurre. Et donc ça donne l'impression d'un magnifique gobage, mais en fait ils expulsent le leurre. Donc on voit du spectacle, mais on sent pas grand chose. Alors on va continuer, puis on va essayer de remédier à ça en ralentissant peut-être la cadence ou en diminuant la taille de du couleur des leurre. fois ou de sonorité, ça peut avoir son effet. Mais bon, a priori, il y a quand même quelques poissons actifs, y compris sur du stickbait à déplacement rapide, donc on peut être confiant quand même. En fait, moi je vais changer pour un autre petit stickbait, qu'on a vu que Franck faisait du poisson stickbait, pour me permettre de prospecter aussi rapidement et essayer de faire monter aussi quelques jolis poissons. Tu vas utiliser un modèle à billes sonore aussi ou silencieux? Je vais utiliser un autre modèle à billes, mais cette fois-ci avec un son plus aigu comparé à un Toboni. Donc là c'est un petit combat de pencil de chez Evergreen qui lui a un son beaucoup plus aigu et une nage beaucoup plus fluide sur l'eau. Ce qui est important lors de surface, c'est de vraiment arriver juste à côté de l'obstacle pour arriver à faire passer le leurre au plus près afin de faire sortir le poisson qui est souvent embusqué juste en dessous. Donc c'est là où le casting est intéressant, ce qui permet des posés qui sont longs et précis sans faire de bruit et surtout pouvoir arrêter le leurre exactement à l'endroit où on veut. Joli poisson. Il y en a 2 ou 3 qui suivent. Ah, c'est joli perche. Regarde. Une très jolie perche. Et voilà, premier poisson du... On a vu... Une jolie perche. Hop. Et il y avait un joli black bass qui est venu sur mon stickbait juste avant. Elles étaient 3 ou 4 bien excités là. Bon, c'est de la... On va avoir la taille au-dessus maintenant. Vas-y. Ah, loupé, juste derrière. Joli poisson. Magnifique. Très joli poisson qui était juste en dessous l'arbre. Il a pris juste opposé. Super. Très très beau poisson. Bon, elles sont graves, hein. Il n'y a pas à dire. C'est le même stickbait qu'hier. Encore un très gros poisson. Et voilà, super poisson. Il a pris juste au bord, il était en dessous de l'arbre, il le loupe une fois et il le reprend derrière. Très beau poisson. Un très joli poisson qu'on va remettre rapidement à l'eau. Et voilà. Donc le black bass en fait était juste en dessous de l'arbre. C'est au moment où j'ai posé le leurre et je l'ai animé juste sous l'arbre. Il est sorti, il l'a loupé une première fois et en fait il a repris juste après le leurre dès que j'ai commencé à accélérer. Généralement ce qu'il faut faire quand on loupe une attaque, soit on fait une petite pause, soit on va accélérer très très fort suivant les réactions des poissons et suivant les jours pour qu'ils reviennent l'attaquer. Donc là on a une eau à peu près comme hier qui est relativement chaude, à 21 degrés, c'est une bonne température pour pêcher au leurre de surface. Et les poissons, comme on le voit, sont assez actifs dans les obstacles. On prospecte très rapidement avec Franck des grandes zones d'herbier pour chercher les poissons qui sont actifs. Et on ne perd pas de temps en fait, à chercher tous les poissons qui seraient postés au fond pour l'instant. Donc c'est une pêche assez dynamique. Comme on a vu que les poissons étaient assez décidés à mordre,
c'est pas la peine de perdre du temps à pêcher des poissons qui seraient pas actifs. Donc là pareil, on a un super poste, un pneu immergé qui affectionne les prédateurs pour s'embusquer. Donc là on arrive sur une grande zone d'herbier, on voit que notre top water ne passe plus. Il y a pas mal d'activités en surface, des poissons qui ont l'air de venir à gober ou de chasser. Donc on va employer une technique qui s'appelle en fait le buzz and grub, qui consiste à monter un gros grub en fait, en montage weightless. C'est un gros grub Gary en 6 inches, comme son nogales, toujours avec le petit worm stopper pour permettre au leurre souple de rester bien en position, même lorsqu'on manque le poisson. On vient fixer ici, on perd l'angle avec le pouce, au-dessus, et on repique là. Ça va être le même principe que ce qu'on a vu hier avec le buzzbait. C'est-à-dire quand vous allez ramener, il y a la queue du leurre souple qui va venir en surface, qui va brasser l'eau comme un buzzbait. Donc l'avantage du montage, c'est qu'on pêche toujours en surface, et que lui par contre va très bien passer dans les herbiers. Le résultat du buzz and grub, instantané, joli petit poisson qui a attaqué le grub. Les poissons de l'année dernière. Et voilà. Donc l'avantage des grubs Gary, c'est qu'ils sont très chargés en sel à l'intérieur, ce qui permet de les lancer soit en casting, soit avec une petite spinning, comme fait Franck, sur des modèles qui font 3 ou 4 inches. C'est leur texture en fait hyper chargée qui fait le poids, et vous n'avez donc pas besoin de mettre de plomb pour pouvoir les lancer. Voilà ce que ça donne quand les petits black bass sont affamés et qu'ils ont envie de manger de la queue de grub. Voilà ce que ça donne. De grub, hein. Voilà, de grub bien sûr. La qualité de la texture du leurre, c'est qu'ils sont relativement fragiles quand même, mais c'est ce qui permet d'avoir cette souplesse de nage et comme le disait Guillaume, cette ondulation et cette création de bulles et de bouillonnement à la surface au moindre centimètre de ligne récupérée. Voilà. Donc on va mettre un tout neuf. C'est typiquement le spot intéressant à prospecter au buzz and grub, justement pour pouvoir pêcher justement sur les zones qui sont assez peu profondes, shallow comme ici, avec des caches et des arbres morts, où on peut faire passer le leurre souple en fait sans problème à travers les bois morts sans s'accrocher pour aller débusquer les prédateurs en fait au plus profond de leur cache. Donc là en fait on arrive sur un poste typique. Ce qui se passe en été ou quand la pression de pêche est trop forte, c'est que les poissons vont aller se cacher derrière les frondaisons, derrière les arbres, où ils sont généralement inaccessibles avec les techniques habituelles. Donc ce qu'on va employer, c'est un leurre souple qu'on va envoyer en ricochet dans les arbres. Alors pour faire du skipping comme ça, Guillaume, donc tu vas chercher dans des endroits encombrés. Qu'est-ce que tu recommandes? Il faut pêcher assez gros, je pense quand même, pour avoir des chances. Ouais, il faut pêcher relativement gros. Généralement, c'est des poissons qui sont postés derrière, donc peu méfiants. Et ils prennent généralement à la tombée du leurre ou quand vous passez devant l'obstacle. Et après, il faut que ce soit assez puissant pour pouvoir extraire le poisson. Donc un minimum d'un 28 centièmes est recommandé afin de pouvoir sortir les poissons hors force dès que vous avez la touche. Ce qui se passe dans les zones fines comme ça, c'est que les poissons, il faut vraiment poser très doucement en fait. Surtout qu'ici ils sont très sollicités. Il y a encore un autre base derrière. Quand on pêche, quand on prospecte ces zones d'herbier, là on récupère souvent des débris végétaux. Et il faut savoir que le moindre petit bout d'algue filamenteuse qui vient se coller sur le leurre, qui gêne la nage ou qui change l'aspect du leurre, le leurre est refusé. C'est très rare que les... Là je vais tenter un très joli poisson. Là ça devrait. Non, poisson très très peureux. On est monté très 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 fin. Il y a un petit bass qui a attaqué le leurre. C'est dessus, c'est décroché. Ils prennent juste à la tombée, c'est pas comme l'héros. Là j'ai eu une tape, décroché. Je sais pas si c'est bien gros. Ah, ça y est là. C'est pas gros. Petit joli petit poisson. Donc, il faut faire attention avec les petits poissons, parce que généralement, c'est pas très facile à attraper. Ça a tendance à tomber. Surtout bien prendre soin de les remettre à l'eau gentiment et de ne pas les lancer. On va voir. Ouais, c'est pas gros.
Et voilà, décroché. Il y en a pas mal quand même, hein, du petit poisson. Je pense qu'il a dû prendre. On va voir. Oui, il a pris. C'est un poisson juste au-dessus, mais c'est encore pas très très gros. Beaucoup de petits poissons. Et le souci en fait, c'est que c'est toujours les petits poissons qui prennent avant les gros. Donc on va essayer de pêcher un peu plus gros pour faire du poisson. Très joli poisson. Poisson qui était juste en dessous. Poisson relativement correct. Et voilà, joli poisson. Pareil, il a pris juste en dessous. Un peu plus petit que l'autre de tout à l'heure, mais belle attaque. Ils ont bien la patate, hein. Ouais. On voit que les os sont réchauffés, ils sont bien actifs. Il y a une jolie défense. Et voilà, encore un joli poisson. En pleine eau, il doit être embusqué, un peu plus petit, mais jolie attaque. Allez, on va sursauter un peu. Ouais, il faut être prudent avec les hameçons. Pas hésiter de se servir d'une pince. Voilà, pas hésiter de se servir d'une pince pour, voilà, pour être un peu plus efficace. Ouais, le plateau il va jusque là, c'est là où il y a le plus gros plateau là. On peut repartir de là, tu vas voir la cassure. Là on est juste sur la cassure, on est à 4 mètres quoi. C'est pas possible là. Très gros poisson. Coupé. Beau poisson. Ah, fait chier. On a changé de rive avec Franck pour prospecter une rive qui est beaucoup plus exposée au vent. Et surtout pêcher une grosse cassure. C'est-à-dire qu'au bord on a à peu près 1-2 mètres et là on passe directement à 6 mètres. Donc on pêche au spinnerbait assez lentement dans l'espoir de faire monter un joli brochet qui serait embusqué sur la cassure ou dans les obstacles situés sur la berge. Bon Franck, tu fais partie des gens qui ont popularisé la pêche au spinnerbait en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce leurre? Ben, c'est vrai que à l'époque où on a commencé à pêcher au spinnerbait, donc dans les années, fin des années 80, on était très peu nombreux. Et il a fallu attendre, on va dire, le début des années 2000 pour que ce leurre soit popularisé, par le biais notamment des compétitions. Hein. C'est un bon moyen pour faire connaître des leurres et pour faire connaître des techniques de pêche un petit peu plus modernes, on va dire, ou un peu plus novatrices. Quant au spinnerbait, c'est vrai que c'est un leurre qui permet, un petit peu à la manière du stickbait tout à l'heure en surface, de prospecter des grandes étendues d'eau, mais là on va travailler bien sûr à des profondeurs plus importantes, hein. Bien que le spinnerbait soit un leurre, je pense qu'on peut utiliser de la surface jusqu'au fond en adaptant les poids, les tailles des spinnerbaits et les méthodes de récupération. Simplement, c'est une cuillère qui a été aménagée, qui a été modifiée par les pêcheurs américains, par les pêcheurs de black bass, pour pouvoir l'utiliser dans les endroits encombrés et lui rendre aussi une capacité de travail, même dans sa phase de chute vers le fond, puisque les palettes, à la différence de la plupart des cuillères tournantes, papillonnent à la descente. Donc on a un effet attractif à partir du moment où le leurre touche l'eau jusqu'à ce qu'on ramène le leurre au bateau. En fait, c'est un leurre qui travaille tout le temps. On a vu beaucoup au début de crainte de la part des pêcheurs qui ne connaissaient pas le spinnerbait de penser que les poissons allaient attaquer les palettes, puisque c'est l'artifice brillant, on va dire, c'est ce qui se voit, c'est ce qu'on ressent aussi dans les vibrations. Et en fait, on s'est rendu compte que le poisson ne prêtait pratiquement pas attention aux palettes concernant l'effet visuel, mais surtout l'effet vibratoire, et c'était les perceptions qu'ils ressentaient par leur oreille interne et leur ligne latérale.
Et en fait, la jupe était vraiment l'objet cible, ce qu'attaquaient les poissons en priorité. Donc il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Et l'hameçon simple qui orne ce leurre et qui est placé au cœur de la jupe est judicieusement placé, il n'y a aucun risque à avoir là-dessus. C'est la suite de la journée. Joli poisson encore. Ah ouais, bon poisson d'1 kilo 2 ou 3 là. Même 4. Ah, bien beau. Hein. Une fois que tu poses ton lancer, quoi, si c'est bien posé, c'est 50% du résultat, quoi. C'est marrant parce que il s'est cassé en vol quoi. Hein. T'as vu, il n'était pas en tension. Hein. Quand il est retombé, bloom. Joli Sandre. Bien joué Franck. Très très bien joué. Spinner en slow rolling. T'es posté au fond. Un petit Sandre. Voilà. Pas un gros Sandre, mais quand même la preuve que ces persidés attaquent bien les spinnerbaits aussi. Hein. On l'avait pris sur l'hameçon, sur le trailer. On l'avait prouvé déjà dans les compétitions et là on peut montrer que le reste du temps aussi, même en pêche de loisir, on peut arriver à toucher du Sandre et que c'est pas forcément un coup de chance. Avec du slow rolling bien présenté, il n'y a pas de souci. Allez, on va le relâcher aussi vite que les autres poissons. Voilà. Superbe. Bien vigoureux. Alors là, c'est pas la facilité extrême. On va essayer d'aller le chercher, mais ça peut arriver. Alors, on va essayer de garder la ligne en tension et de ne pas casser le poisson. Donc un joli poisson qui avait suivi tout à l'heure. Hop là, et voilà, un petit basse. On a une belle prise. Petite larve, joli poisson. Allez, on va vite le remettre à l'eau après ce petit séjour en l'air. Ah, le delta fort dans les arbres, secret de pattern. Putain, ils ont la moelle, hein. Et tu vois, je pense que l'étape sur les palettes, c'est ça qu'on a au fond. Il y a certainement des petits cendres en chasse là. Ouais. Et sous les bancs de petites ablettes ou des trucs comme ça, tu vois. Ça fait 2-3 alertes là. Il repart à droite. Tu vois la feuille qui est toute seule là. Ah, je le vois. Voilà, il était légèrement plus chiant, mais c'est bon. Il a dû le prendre. Yes! Très joli poisson. J'ai loupé le spinnerbait. Et deuxième chance. Petit worm qui était qu'en surface. Et il a bien pris. Et voilà notre joli poisson. Allez. Bon, pas beaucoup de brochets actifs, mais des jolies basses. Un beau petit poisson. On va le remettre à l'eau. Très joli. Sur un super poste. Encore un joli poisson. Et voilà. Super beau poisson. Encore en slow rolling, hein. Toujours à la recherche des brochets, mais des fois on tombe sur
quelques bonnes surprises comme ça, bon, ma foi. Voilà. Du black. Du poisson. Donc là près de ce quai là il y a une cassure aussi Guillaume je crois. Hein. On bénéficie du même relief un peu qu'il y a sur les... Ouais, là on a une cassure tout de suite qui va commencer à 5 mètres. Tu as une cassure qui part en pente directement jusqu'à 10 mètres à 4-5 mètres du bord. Petit basse. Hop. Et il est reparti à l'eau. C'est bon, je suis rassuré. La couleur fonctionne. Ah. Il est dépucelé. Ça aurait été étonnant. C'est important. Ah ouais. C'est aussi une bonne couleur, mais... Et les brochets se laissent toujours désirer. C'est pas faute de les chercher. Je vais essayer de prospecter un peu plus creux là, avec un jig blanc. C'est que c'est une couleur qui est appréciée des brochets. Et bon, avec cette eau un peu trouble, là, ça crée un halo autour du leurre qui est visible d'assez loin. Petit poisson de 30-35, pas bien. Tu peux rappeler Guillaume qu'avant la taille légale de capture en France était de 23. Et que maintenant il est passé à 30 cm. Maintenant il est passé à 30. Voilà. Donc ce qui donne à peu près ça on va dire. C'est la taille minimale. Sans mesurer comme ça à l'œil. Donc ça fait déjà encore pas un très gros poisson. Qui s'est reproduit correctement qu'une seule fois. Donc c'était important de la faire augmenter. Hop, il va dessus, il regarde. Et voilà, décroché. Il va repasser dans le... Du poisson. Pareil, toujours 30 cm. On les herbiers. C'est une perte de contact là, c'est typique des premières touches de cendre. Combien il y a? 7,40 m. Ouais, ça pourrait être... Ouais.
Ah, encore en basse. Hop là. Petit poisson. Trentaine de centimètres. Il y en a un paquet. Hein. Toujours pas de brochet. Là c'était bien le... Voilà, ça... Là on est sur la bonne zone. Un peu à l'écart des berges, sur le plateau. Pas loin de la cassure. En slow rolling ou à mi-profondeur. On va finir par faire quelque chose. Ouais, c'est le minot 100 mm. Voilà, encore un petit poisson. Oui, il y avait quand même une bonne bouchée là, 10 cm, ça commence à faire quelque chose de coriace. Pas de pitié. Pour le brochet, c'est la taille minimum, on peut dire. Pour le black, ça fait déjà des bons poissons nageurs. On voit que ça leur fait pas peur. Hein. Ils peuvent être aussi délicats pour attaquer des leurres de quelques centimètres, comme tes petits leurres souples là, que tu utilises sans plomb. Et des fois se jeter sur un poisson nageur qu'on anime assez vite, assez violemment, on peut dire, de manière assez agressive. Ça ne les empêche pas d'attaquer quand ils sont décidés, quand ils sont actifs comme sur cette rive. Ouais. Gaffe, c'est de la ferraille. Hein, c'est pour ça que je m'appuie dessus. Donc là on a une frayère, un nid de black bass qui est vraiment pas du tout conventionnel puisqu'il n'est pas creusé dans le substrat. Hein, c'est un poisson qui a déposé ses œufs sur une souche ou sur un amas rocheux. On ne sait pas trop ce que c'est tout ça, ça a l'air d'être une vieille souche. Et donc on peut voir le mâle là, qui surveille et qui tourne autour. Donc on ne va pas le déranger plus longtemps. Ce qui protège en fait les œufs des prédateurs qu'il peut y avoir. Écrevisses, petits poissons style perche soleil ou même poisson blanc qui trouve dans les œufs là, une source de protéines intéressante. Et donc que le mâle, on le voit, ça y est, s'est repositionné. Donc il va monter la garde pendant la durée d'incubation de ces œufs là qui dure une semaine. Et ensuite il va accompagner ces alevins qui restent groupés en essaim et il va aussi s'occuper de leur défense. Donc de cette période là qui va de mi-avril, on va dire, jusqu'à fin juin, c'est très étalé en fait, hein, selon les régions, et même selon les cours d'eau. C'est une période importante pour la vie du poisson. Et à ce moment-là, il faut éviter de venir embêter ces poissons-là et les laisser tranquillement accomplir leur tâche de parents. Si on veut que tout ça se développe d'une manière durable. Voilà. Les poissons encore. Oh, il a carrément avalé. Super poisson. Il a avalé le Delta Force à l'intérieur. Très très joli poisson. Et doublé. Je vais le remettre à l'eau. Et voilà. Il y a quelques jolies citrènes quoi.
Petit poisson. Ah, il y a des blocs rocheux au fond ici ou quoi? Ouais. Petit poisson qui est derrière l'arbre. Joli plat. Le gobage était un peu bruyant et éclaboussant, mais Ouais, je me suis dit derrière la touffe là. prendre le petit spinner. Là c'est bien les herbiers comme ça là. Un peu parsemé, Ouais, et puis surtout ils sont pas pour. Enfin, il n'y a pas trop d'herbe verte quoi. ils sont moins pollués et moins abîmés que les autres. Il y a eu un temps très chaud, ce qui fait qu'on avait pas mal de petits poissons et moyens poissons qui étaient sortis sur les basses, mais on a finalement toujours pas réussi à trouver de brochet, malgré les nombreuses tentatives au spinnerbait et au crank. Bon, ce matin, il semblerait que ce soit un peu plus orageux et le temps s'est bien rafraîchi. Donc on peut espérer qu'avec cette baisse de température, les brochets soient de nouveau redevenus actifs. On va donc réessayer ce matin en pêche active de les faire monter. Un joli poisson. Poisson qui était sur la branche d'arbre. Pas possible, il ne va jamais y avoir un brochet là-dedans. C'est un peu plus correct. Et qui est reparti à l'eau. Putain, c'est. Ah, c'est plus joli derrière. Ah, dommage. Beau poisson décroché juste devant le ponton là-bas. Gros poisson, hein. Ouais, gros poisson. Il y a un autre petit poisson qui était présent. Bon, toujours pas de brochet. Ah, il y avait un gros poisson là, au niveau du ponton. Ouais, très actif ce matin, hein. Avec le coup de froid. Hein? Avec le. Ouais, avec la température. luminosité qui baisse. L'humidité qui baisse. Hein, toujours des tables dans les palettes. Hein. La palette, elle arrête de tourner pendant
pendant 10-15 cm. Aucun choc, juste la perte de contact. Sur des petits black bass ou des cendres. Peut-être des perches aussi. Mais toujours pareil. Chose un peu de profondeur. C'est la zone où on avait touché les cendres un peu le premier soir là ou pas? Juste avant, on C'est un s'approche. petit peu avant. Ah, je crois qu'on l'a. Non, jolie basse. Ah, tu l'as? Ah yes. Et voilà, dans le même arbre. Black et brochet. Très gros poisson. En basse pour moi. Et un brochet pour Franck. Brochet. Et là, un joli poisson qui a attaqué le Delta Force. Et le premier brochet est arrivé. Donc Monsieur Rossmann démissionne du Black Bass France. Voilà, Pour petit attaquer brochet le de la brochet. rivière. Qui a bien voulu sanctionner notre beau spinnerbait rouge éclatant. Ah, c'était un bon arbre. Tiens, je l'ai vu allongé là, je vous dis encore un petit. Un joli basse. Fais traîner le combat, ouais. T'as raison, hein. Faut les charger. On va faire un test avec la petite couleur qui va bien de chartreuse et blanc. Changer un peu. En restant sur des spinners de grosse taille quand même. Pour essayer de faire ce fameux brochet de plus de 80 qu'il nous faudrait. Pour conclure ce petit séjour sur la rivière. Ouais, tu l'as. Et voilà, le voilà. Poisson, poisson. Le voilà, un joli brochet. Du là. Joli poisson, très joli poisson. Voilà. Et voilà, ça arrive doucement. Et voilà notre joli poisson. Et voilà, spinnerbait, un peu de persévérance, l'eau qui refroidit, il faut insister. Tiens. Et voilà. Un très très joli poisson. Un joli poisson qui va retourner à l'eau. Et voilà. C'est joli? Un joli cendre là de 1,5 kg, 2 kg quoi, pas un gros cendre mais ils refont comme l'autre soir, là ils suivent les spinners jusqu'au bateau. Alors il faut essayer de descendre un petit peu plus profond encore pour leur laisser le temps de finaliser l'attaque. Donc là, comme Franck vient d'avoir un suivi au spinnerbait, on va refaire un petit passage pour essayer de voir si on n'arrive pas à faire monter les cendres qui prendraient plus facilement sur un leurre souple sur le spinnerbait de Franck qui avance assez rapidement. Très gros basse. T'es juste dans l'arbre. Ouf. Superbe. Et voilà. Un joli petit pépé. Un petit pépé.
Hop. On va les faire sauter là. Spécialiste. Ouais, tu vas parler. C'est le président qui a parlé. Fais-moi une petite chandelle. T'as été juste là. Hein. Je t'ai écouté, j'ai pas lancé, t'as vu? Chacun sa tactique. Alors en cherchant avec un jig là, sur des pêches plus lentes pour passer derrière à l'heure de prospection rapide. Sur une rive en plus apparemment qui a déjà été pêchée par notre équipage. Donc ça peut être une bonne solution complémentaire. Et la preuve là juste à l'aplomb d'un petit buisson, là, une petite tape sûrement de petits poissons aussi. Donc on va continuer comme ça. Fiche. Poisson. T'es juste sur le chalot là-bas. Et mordu. En fait, on change de l'heure avec Franck pour essayer de faire quelques perches. Donc pour moi, ce sera un petit jerkbait suspending argenté pour envoyer pas mal d'éclats et attirer les perches. Et Franck va essayer avec un petit crank en Fire Tiger, vu que l'eau a l'air un petit peu mâchée. Voilà, on va choisir on va partir sur deux cranks un peu différents. Donc un plutôt dodu, un peu rond, de section comme on le voit ici, qui va émettre beaucoup de vibrations, bien sûr qui contient des billes bruiteuses, hein, donc ça va rameuter le poisson de plus loin. Et on peut essayer aussi cette forme-ci, qui va avoir une section plus plate, donc il va émettre des vibrations un peu plus fines. Bon, quelquefois le fait de changer, bon aujourd'hui avec des conditions où les poissons ont l'air quand même agressifs, je pense que, et l'eau trouble surtout, le crank rond qui va pousser beaucoup d'eau va être suffisant, il n'y aura pas besoin de finasser. Mais dans une eau un peu plus claire ou des poissons plus délicats, des cranks comme celui-ci seront peut-être préférables. Ouais. Ouais, ce n'est pas une perche, mais encore un petit basse. Et voilà. Plus ce petit jerkbait. Perche sur le jerkbait, enfin, cette attaque sympathique. Et voilà. Pas très gros, mais bon. Et voilà. Bon, on va essayer de trouver. Et voilà notre ami Guillaume qui a enfin levé le mystère sur sa capacité à attraper des perches. Ah voilà, il y a l'autre derrière. Jolie perche, prise de jerkbait. Il y a l'autre juste derrière, qui reste toujours derrière. Il y en a plusieurs. Et Franck, voilà, doublé sur Franck en même temps, au jerk. Sympa. Jolie celle de Franck. Allez, on va la récupérer. Et voilà, petit doublé. Ouais, la remise à l'eau, ouais. Ça, regarde, vas-y, filme la remise à l'eau. Très joli, sur un petit jerkbait là, petite canne spinning. Ah ouais. Fais un coup de main. Et attends, il y en avait un deuxième je crois qui suivait là. Très joli. Et voilà. Petit leurre, petite canne, fil fin. La pêche au poisson nageur, ça peut être aussi de la finesse. Et attraper quelques jolis poissons comme celui-là, correct. Voilà.
Ouh là, là. Hop. Et voilà. Pas mal de poissons en chasse là sur le secteur. Donc quand on pêche au jerk, c'est important de donner des bons petits coups de sion. Et après l'entrecouper en fait de pause pour recommencer. Cette nage un petit peu en zigzag avec ses arrêts permet au poisson de se décider à attaquer et souvent il reprend juste après l'arrêt. Un petit basse. Hop là. Vas-y, filme ça. Là. Ah, j'ai décroché le deuxième. C'est le plus gros qui a remporté la mise. Ouais. Bon, et ben encore. Ouais, petit leurre et un joli basse. Il y en avait un deuxième qui était accroché. Nous allons voir maintenant un peu plus en détail tous les leurres, que ce soit les poissons nageurs et leurs soupes, spinnerbait ou jig qui peuvent être utilisés pour la pêche moderne au leurre, que ce soit en bateau ou du bord. Alors en premier lieu, les topwater, c'est ce qu'on appelle, ce sont des poissons nageurs donc durs, qui évoluent soit en surface, soit dans la première couche superficielle d'eau. Donc les premiers topwater sont les stickbait, qui vont se caractériser par une nage qui est en zigzag. Donc il y en a qui ont différentes sonorités, comme celui-ci, qui a un son assez grave sur l'eau, pour faire monter les poissons de très loin. Après, on a d'autres modèles, comme celui-ci, qui a un son assez aigu, qu'on entend, ou même que celui-ci, qui a un son un peu plus léger. Et enfin, on a des modèles qui sont silencieux, pour les poissons qui sont beaucoup plus éduqués. Donc comme on l'a dit, ces leurres sont caractérisés par une nage en zigzag qui est donnée donc par le pêcheur en donnant des petits coups de sion de la canne vers le bas et en ramenant le ventre de la ligne avec le moulinet. Il ne faut pas hésiter à faire des longues pauses une fois que le leurre est posé ou pendant l'animation, puis à accélérer pour décider le poisson à attaquer. Les autres topwater qui existent, ce sont les poppers, donc ils sont caractérisés par une bouche plus ou moins concave suivant les modèles, et par cette forme assez compacte et affinée sur l'arrière avec un petit plumet. Donc là l'animation est très simple, il suffit de lancer le leurre, donner un petit coup de sion, en fait la bouche va venir heurter la surface de l'eau et émettre un pop avec des bulles. Là aussi il ne faut pas hésiter à faire de nombreuses pauses, et certains modèles comme celui-ci permettent aussi de faire nager les leurres en zigzag, en walking the dog, au même style que les stickbait. Donc là on a différents modèles, on a des modèles qui sont plus petits, plus adaptés aux pêches difficiles et aux pêches comme la perche. Donc la plupart de ces modèles possèdent des billes à l'intérieur, elles aussi, pour faire en même temps du bruit lorsque vous tirez dessus. Donc après les shallow crank, qui sont des petits crankbait avec une bavette assez courte et souvent trapue, qui évoluent en fait dans la première couche d'eau. Donc c'est des leurres qui sont idéales pour venir taper sur les obstacles juste en surface et pêcher très rapidement les zones où les poissons sont embusqués dans la première couche d'eau. Donc caractérisés donc par cette bavette qui vient heurter les obstacles et qui leur donne une nage comme ça. Donc là ce petit modèle est agrémenté d'un plumet. On en a d'autres qui sont la taille au-dessus, qui
qui possède là une petite agrafe en acier pour mettre un petit leurre souple, pour donner une forme de rat. Et surtout une nage et un son très très fort qui permet de faire monter les poissons. Le dernier modèle qui est celui-ci, c'est la grosse version, donc là pour tout ce qui est brochet. Et la bille qui bouge dans tous les sens pour donner ce mouvement de rolling au leurre. Donc la dernière famille topwater sont les grenouilles et les petits serpents comme ça en plastique souple. Ils sont caractérisés en fait par un hameçon intérieur lesté avec un plomb qui permet de les lancer avec la canne. Et c'est le leurre idéal pour pêcher tous les nénuphars et toutes les plaques d'herbier où les prédateurs comme le brochet ou le bass sont embusqués en dessous. Donc ça va nager sur la surface comme ça. Et les petits pattes derrière vont bouger à l'arrêt pour déclencher l'attaque. Donc les jerkbait maintenant, qui eux vont évoluer plus en profondeur, c'est dans une couche de 1 mètre à 3 mètres suivant les modèles, et suivant en fait la taille de leur bavette. Donc ils sont tous caractérisés en fait par une forme longiligne, assez fine, comme on peut le voir ici. Et là aussi, suivant les modèles, ce seront silencieux ou avec des billes pour faire du bruit. La plupart aussi sont équipés de billes pour qu'ils soient équilibrés et qu'ils possèdent une entrée dans l'eau de cette forme-là, de manière à chaque coup de jerk ou de twitch pouvoir se déhancher de gauche à droite quand on va l'animer. Donc là, sur les jerkbait, la profondeur elle est déterminée par la taille de la bavette. Alors que sur ce modèle-là, on va avoir une bavette qui sera beaucoup plus courte. Il ne faut pas hésiter à faire de longues pauses sur ces leurres-là, surtout en période de printemps ou d'eau froide, pour permettre aux poissons de pouvoir attaquer le leurre. Les animations, soit donc par un enchaînement de petits coups de sion, ce qu'on appelle twitching, entrecoupés de pause, soit avec de grandes tirées latérales, jerking. Pareil, là aussi entrecoupé de pause pour permettre l'attaque du prédateur. Donc c'est des leurres très très efficaces sur toutes les gros poissons prédateurs, tels que la perche, le bass et le brochet. Donc sur les modèles qui sont un peu plus profonds comme ceux-là, on a eu de très bons résultats sur le cendre, avec justement cette longue bavette qui lui permet d'aller chercher très profond. Il faut savoir aussi que la plupart des jerkbaits sont suspending, c'est la mention SP qui se trouve sur l'inscription des leurres. Ce leurre restera à la profondeur pour laquelle il a été programmé. Ça vous permet de pêcher toujours la même couche d'eau et de savoir précisément où se trouve votre leurre et comment il pêche. Donc ça c'est les toutes dernières nouveautés japonaises qui là sont vraiment faites pour pêcher en hiver sur les poissons très difficiles. C'est pour ça qu'il a été rajouté ce petit double derrière, ce qui fait que comme les poissons des fois attaquent juste la queue, ils se piquent là. Donc là c'est un jerkbait ultra technique. Donc les crankbait, ce sont des leurres qui permettent de situer très rapidement les poissons et de pêcher tous les obstacles, que ce soit herbier ou arbre mort, sans s'accrocher. Alors ils sont caractérisés par un corps plus ou moins large, suivant les marques et les modèles, et surtout une bavette qui leur permet en fait de venir buter sur les obstacles, de pivoter sur le côté et de passer sans s'accrocher. Donc ce sont de superbes leurres pour pêcher le sand, le bass et le brochet dans tout ce qui est arbre mort. Il ne faut pas hésiter à les lancer au cœur des obstacles et à les ramener lentement. Au moment où vous sentez l'accroche, n'accélérez pas, relâchez un petit peu la ligne, le crankbait étant flottant, il va remonter, puis vous réaccélérez et il passera au travers de l'obstacle. Donc là sur les sonorités, on a aussi les 3 sonorités qui existent, c'est-à-dire aigus avec des billes en verre, graves avec des billes un peu plus lourdes comme le tungstène, ou alors silencieux. Celui-ci est particulier puisque la bille est bloquée par un aimant et lorsque on heurte un obstacle, en fait elle se décroche. Après on a des crankbaits beaucoup plus silencieux comme celui-là, où il n'y a pas de bruit, mais avec un haut pouvoir de flottabilité, ce qui lui permet à chaque relâché de remonter très très vite en surface et d'être très pêchant. Quand on a des petits crankbaits comme celui-ci, avec une bille grave, qui lui donne une petite nage très très intéressante et surtout très très provocatrice au travers des obstacles. À chaque fois en fait qu'il va venir taper l'obstacle avec sa bavette en 3D, il se tourne et la bille vient frapper le côté du leurre. Donc les vibrations sont aussi conçues pour une recherche rapide des poissons, sont jusqu'à présent très peu utilisées en France, mais ils donnent de très très bons résultats. Donc il faut savoir que ce sont tous des poissons nageurs qui coulent. Et en fait ils vont remonter à la récupération. Donc ils sont caractérisés par une surface plane qui va les faire vibrer comme ça dans l'eau. Donc là aussi, 3 sons différents. Comme on l'a vu, il y a de nombreuses couleurs sur tous ces poissons nageurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas de règle définie et que c'est souvent au bon vouloir du pêcheur et des leurres qu'il affectionne. Ce qu'on peut caractériser en général, c'est que dans les eaux mâchées, comme on va le voir sur le DVD, l'emploi de couleurs assez phospho-chartreuses permet aux leurres de bien ressortir et d'être situés encore plus facilement par les poissons. Sur des poissons difficiles ou dans des eaux claires, on va préférer des coloris qui sont un peu plus naturels, comme celui-ci ou comme celui-ci. Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement de leurre, changer régulièrement la couleur pour trouver l'arme absolue
durant la journée de pêche qui vous procurera le plus de prises. Voici une catégorie toute nouvelle en France, les big bait, donc qui remportent un franc succès au Japon. Donc ce sont d'assez gros leurres, généralement pour l'origine en bois. On a maintenant des modèles en plastique. Alors, ils sont caractérisés par des poids et des formes assez importantes. Il ne faut pas avoir peur, parce que un poisson d'une quarantaine, d'une cinquantaine de centimètres n'hésitera pas à les attaquer. Donc ils ont la plupart du temps une nage ondulatoire, comme celle-ci, qui brasse beaucoup d'eau et fait monter les prédateurs de très loin. Donc on assiste à des attaques spectaculaires en surface, d'où un très grand plaisir à pêcher avec ces leurres-là. Un autre modèle un peu plus petit, donc caractérisé par une queue souple, un corps articulé qui le fait onduler à la manière d'un vrai poisson dans l'eau. Celui-ci a la particularité d'avoir une bavette métallique en fait à l'arrière qui vient claquer à chaque mouvement pour donner un son beaucoup plus aigu. Un autre modèle, donc lui est articulé au milieu et qui va nager un petit peu comme les stick bait en walking the gog de gauche à droite. Et ici il suffit de le ramener simplement, linéairement, pour qu'il ondule avec la simple pression de l'eau sur ses flancs. Et enfin un dernier modèle qui nage en surface avec une hélice comme ça, avec en plus l'hélice qui brasse l'eau derrière pour faire du bruit. Donc les spinner bait, donc vulgarisés il y a quelques années par des compétiteurs tels que Franck Rossmann et Laurent Poulain. C'est vraiment le 4x4 du leurre. Donc c'est une cuillère améliorée en fait. Il se compose d'un bras en triangle comme ici, d'une tête plombée avec un hameçon et une jupe, et d'une ou deux palettes montées sur l'étrier du haut. Donc cette palette en fait va tourner à la récupération, pendant que la jupe va onduler à l'arrière. De par leur forme, ils permettent de passer dans tous les obstacles sans s'accrocher, et ceci très naturellement. Donc on a les modèles simples palettes qui émettent peu de vibrations comme celui-ci, dans des eaux un peu plus chargées, ou pour pêcher des poissons un peu plus gros, il peut être intéressant de monter des doubles palettes comme ça. Donc on voit qu'il est possible de les customiser comme ici, avec un hameçon trailer, ce qu'on appelle un hameçon chance, qui permet, lorsque les poissons sont difficiles, d'avoir un deuxième hameçon dans l'alignement qui permet d'assurer la prise. Il est aussi recommandé d'adjoindre des trailers au spinner bait pour augmenter le volume et les vibrations qui se situent derrière. Donc il faut savoir qu'en fait les palettes émettent de nombreux flashs et de nombreuses vibrations dans l'eau, mais sont très peu perçues par les poissons. Le poisson va se focaliser en fait sur cette tête plombée à jupe et venir l'attaquer. Donc ça c'est les modèles basiques. Ces dernières années on a assisté à une évolution assez spectaculaire des spinner bait qui sont devenus de plus en plus techniques. Alors on a maintenant des bras montés sur titane qui permettent d'être tordus dans tous les sens et de garder leur forme. Il faut savoir que la première utilité de ces bras est de vibrer en fait à la récupération. Donc il va osciller comme ça, ce qui va donner un mouvement beaucoup plus naturel au spinner bait. Donc une jupe en latex très très souple et surtout une tête spécialement profilée et très plombée pour pouvoir avoir cette position en fait dans l'eau. Toujours anti-accroche et un mouvement de nage très très naturel. Enfin, la dernière nouveauté qui vient d'apparaître, donc sur spinner bait, c'est la présence d'un bras décentré sur le dessus qui, lorsque vous ramenez le leurre, vient frapper la palette de derrière et émettre du bruit. Et le deuxième avantage de ce leurre, c'est que du fait du centrage de sa tête et de ces deux palettes, à l'arrêt, il va descendre comme ça en hélicoptère. Donc c'est une technique ultra efficace sur les brochets embusqués dans quelque obstacle que ce soit. Donc là pareil, différents modèles, différentes couleurs, surtout différents poids qui vous permettront de vous adapter aux profondeurs et à l'environnement que vous pêchez. Les buzzbaits qui sont eux destinés à pêcher la surface, une épingle coudée à 90 surmontée d'une ou plusieurs ailettes qui viennent en fait brasser l'eau. Sur ce modèle-ci, elles s'entrechoquent entre elles pour émettre un sillage en fait à la surface de l'eau. Donc là on vise principalement les prédateurs en chasse ou embusqués sur les obstacles qui, comme les topwater, ont la tête tournée vers la couche superficielle de l'eau. Donc il faut savoir aussi que sur les buzzbaits, comme sur les spinner bait, on peut rajouter des trailers et on peut rajouter un hameçon chance derrière. C'est un leurre très efficace sur les chasses de perche lorsqu'il est utilisé dans des petits modèles tels que celui-ci et qui surtout vous permettra de passer dans tous les obstacles sans s'accrocher. Les jigs sont composés en fait d'une tête plombée en différentes formes en fait suivant les endroits auxquels on les destine et d'une brosse pour la plupart des modèles qu'on écarte afin que l'hameçon soit protégé des obstacles. Il passe comme ça, ce qui vous permet de pêcher au cœur des obstacles les plus importants, comme les arbres morts, les buissons, les herbiers, sans vous accrocher. Donc il faut savoir
que la jupe en fait est compacte en fait à l'animation et qu'une fois que vous faites un relâché, elle va en fait venir s'écarter de cette manière-là. Ça a été développé en fait pour imiter la nage d'une écrevisse. C'est pour ça qu'il est conseillé de lui adjoindre généralement un trailer. Donc trailer, c'est ce qu'on appelle, c'est un petit leurre souple qu'on va piquer sur la hampe de l'hameçon. Donc l'animation consiste à lancer à l'intérieur des obstacles, à donner des petits coups de sion de manière à le faire sautiller sur le fond et à faire des pauses pour que la jupe puisse s'étaler. Vous pouvez aussi l'employer sur les zones de cailloux ou les plages de sable en le ramenant justement par petits sautillements entrecoupés de pauses. Donc ce leurre permet vraiment de passer n'importe où et de pêcher des poissons qui seraient un peu moins actifs, voire embusqués dans des obstacles profonds. Les leurres souples. Donc, depuis ces dernières années, on a assisté à un profond développement dans ce domaine-là, avec de grandes modifications et surtout une amélioration très importante. Ils sont la plupart du temps maintenant caractérisés en fait par des plastiques ultra souples pour une nage très réaliste, avec des paillettes à l'intérieur, ce qui leur permet de renvoyer beaucoup d'éclat. La plupart maintenant sont salés à l'intérieur, ce qui leur permet d'avoir une densité assez lourde pour pouvoir pêcher avec sans plomb. Ils sont aussi la plupart du temps parfumés, de manière à ce que les poissons les gardent en bouche et ne les recrachent pas. C'est pour ça qu'il faut les conserver précieusement dans ces sachets et surtout ne pas les mélanger avec d'autres couleurs ou avec d'autres plastiques. Donc le premier montage, qui est un montage basique, donc weightless, qui veut dire sans plomb. Donc il se fait avec des formes assez longilignes de leurre souple pour être animé par petits coups du sion comme un jerkbait. Donc on va voir maintenant ce qu'on appelle un montage avec les hameçons texans. Donc il suffit simplement de piquer sur la première partie qui correspond en fait à la longueur que vous avez ici, de le faire passer comme ceci, tirer doucement, puis pivoter afin de faire passer le coude pour que l'hameçon vienne se positionner de cette manière-là. Avec le pouce, on va repérer où se trouve la courbure, puis repiquer l'hameçon de cette manière-là. Là, on voit que la pointe ressort. Il suffit alors simplement de tirer un petit peu et de pousser le leurre souple pour revenir le piquer ici. On a maintenant un montage qui pourra passer dans tous les obstacles. Au ferrage, il sera nécessaire d'appuyer la traction de manière à ce que la couche superficielle du leurre souple vienne s'étirer et l'hameçon piquer la bouche du poisson. Donc le montage texan, il se compose d'une balle, comme celle-ci, en tungstène ou en plomb, d'un hameçon Texas, soit long, soit à forme wide gap comme ça, pour une meilleure pénétration, un meilleur ferrage sur des leurres assez épais. Donc toujours l'hameçon bien repiqué dans le leurre souple, et la balle en fait qui vient en buter sur le leurre. Donc ça va vous permettre de pêcher des obstacles très encombrés, là encore, mais cette fois-ci en profondeur, pour aller chercher les poissons tels que le cendre ou le black bass qui serait blotti sous un tronc ou dans un herbier. La balle va venir coulisser et le leurre souple va descendre le long. Ça permet en fait de passer sur tous les obstacles sans jamais s'accrocher. Un autre montage qui va permettre des prospections de zones beaucoup plus larges et plus variées, telles que des zones de blocs rocheux, des plages de sable ou tout simplement de larges étendues où on ne connaît pas ni la nature du fond ni la profondeur. Le choix entre ces deux hameçons, suivant la forme de leurre souple, là ce sera plutôt des vers et là des formes assez épaisses comme des shad ou créatures. Donc balle ou olive suivant les techniques, une petite perle comme ceci. Donc le montage est très simple, il se compose ici d'un badling en fluorocarbone avec un hameçon wide gap au bout, un émerillon baril. On vient enfiler la balle comme ceci sur le corps de ligne, puis on passe la perle ici et enfin on fait le nœud donc sur l'émerillon. Donc ça se décompose en fait comme ceci, le corps de ligne, la balle qui vient claquer sur la perle d'une part pour protéger le nœud mais aussi pour faire du bruit, et en fait le bas de ligne plus ou moins long suivant les endroits et suivant l'agressivité des poissons. On vient généralement fixer un leurre souple et l'on va prospecter en fait par large tirée sur le fond pour faire passer le leurre souple sur les zones désirées. Notre montage qu'on va voir maintenant. Donc toujours un leurre souple, et là tout simplement ce qu'on appelle une jig head, vulgairement une tête plombée. Donc on va venir
enfilé sur le leurre tout simplement comme ça, et qui va permettre de pêcher la plupart des endroits qu'on trouvera. Donc là, il faut savoir qu'on a quand même une grande chance d'accrocher. Il faut le réserver à des zones assez dégagées. Donc pour finir, un dernier montage qui est devenu ces dernières années très populaire en France. Donc c'est le montage drop shot, constitué par un petit plomb comme ça, donc pareil de 2 à 7 grammes, avec un émerillon à blocage rapide et un hameçon simple, généralement cette forme-là. Déjà pour fixer l'hameçon, il suffit de faire une simple petite boucle. Donc on fait une simple boucle sur le corps de ligne que l'on va venir passer comme ceci dans un nœud de l'hameçon. Après, on fait un nœud simple et on vient repasser dans l'hameçon. Celui-ci vient de se positionner de la sorte. Généralement, l'hameçon se trouvera à une vingtaine de centimètres du fond. Cette distance peut varier en fait suivant l'activité et suivant surtout la hauteur où se trouvent suspendus les poissons. Donc c'est l'avantage de ces petits plombs à blocage rapide qui permettent, une fois qu'on a fait coulisser le nylon, de venir le bloquer comme ceci à l'intérieur. Vous pouvez régler à tout moment votre hauteur de pêche en fonction des conditions. Donc pour pêcher de pareil, tous les postes immergés, des poissons difficiles ou peu actifs, c'est un montage redoutable. Il faut savoir que la plupart du temps, il suffit simplement de laisser le leurre souple immobile dans l'eau. Celui-ci va se mettre comme ça et ondulera avec le courant. Les techniques modernes de pêche au leurre regroupent de nombreuses variétés. C'est en combinant l'ensemble de celles-ci, en fonction des conditions et des postes, que vous réussirez à attraper des poissons de plus en plus difficiles